merci du coup à toutes et à tous pour votre participation particulièrement nombreuse à cette nouvelle webconférence d'Oxand. Le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est celui qui apparaît à l'écran, digitaliser votre gestion patrimoniale sans passer par la case audit. Je reviendrai dans quelques minutes plus précisément sur ce qui se cache derrière ce titre, mais également le plan de la présentation qu'on va vous découler aujourd'hui. Mais ce que je vous propose dans un premier temps pour contextualiser un petit peu cet échange et en même temps les propos que l'on va tenir pendant cette conférence, c'est de vous présenter dans un premier temps assez rapidement Oxand pour les personnes qui ne connaîtraient pas notre organisation, de façon à contextualiser les sujets et les informations que l'on va vous délivrer pendant l'heure de webconférence que l'on a prévue aujourd'hui. Donc Oxand, c'est une entreprise française qui existe depuis maintenant plus de 18 ans et qui digitalise les processus de décision. Alors attendez, je viens de changer de slide, je ne sais pas si vous le voyez ou pas. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que je ne suis pas correctement en partage d'écran. Désolé, premier petit bug technique, Clara va m'aider. Qu'est-ce que tu vas faire, Dino? Excusez-nous. Dis-nous, Ferdinand, dès que ça fonctionne. Sur ton écran. Et là? Super. Ça y est, c'est bon. C'est bon? On a Oxand dans quelques mots? Ok, excusez-nous, désolé. Les aléas du direct. Donc, ce que je disais, c'est qu'effectivement, Oxand, c'est une entreprise française qui existe depuis maintenant plus de 18 ans et qui, en fait, digitalise les processus de décision de maintenance et travaux pour l'immobilier et les infrastructures. Et nous, notre objectif au quotidien, c'est de rendre les infrastructures et les bâtiments plus durables. Et pour ça, en fait, on s'appuie sur la donnée utile et nos modèles prédictifs, c'est ce que l'on appelle l'approche Smart Data. Donc, cette approche, elle permet à Oxand d'accompagner les maîtres d'ouvrage dans la mise en place de leur stratégie patrimoniale à court, moyen et long terme, en leur permettant finalement de visualiser l'évolution de l'état de leur patrimoine dans le temps en fonction de leur capacité financière et de leurs enjeux. Les enjeux, ça peut être des enjeux de qualité et continuité d'exploitation, des enjeux de maîtrise des risques, de sécurité des biens et des personnes, ou encore des enjeux réglementaires et environnementaux. Et cette méthode, elle permet de retirer rapidement des gains importants, à savoir optimiser et même diminuer ses coûts en lien avec sa maintenance, maîtriser ses risques et augmenter la durabilité et la qualité de son parc. En quelques chiffres, c'est ce que vous voyez à l'écran, Oxand, on compte une centaine de collaborateurs et on réalise un chiffre d'affaires d'environ 14 millions d'euros. On a réalisé depuis 18 ans plus de 3000 projets, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une expérience sur cette thématique-là et de vous partager aujourd'hui finalement les retours d'expérience que l'on peut avoir à travers les différents projets qu'on a réalisés. Puisque pour permettre aux collectivités de disposer des informations que je viens de vous présenter sur l'évolution de leur parc dans le temps, il est nécessaire de récolter un certain nombre d'informations en lien avec leur bâtiment. Et le sujet d'aujourd'hui, ça va justement être de mettre en avant la méthodologie que l'on applique pour pouvoir être capable, de la façon la plus efficace possible, de collecter, de centraliser et de fiabiliser ces différentes données. Et du coup, pour répondre à cette question, non, j'allais vous présenter le plan, mais en réalité, c'est assez impoli de ma part. J'ai pas laissé Ferdinand se présenter. Donc maintenant que j'ai présenté Oxand, on va également se présenter. Ferdinand, je te laisse peut-être commencer. Merci Jérémy. Donc moi je suis Ferdinand Ray, je suis senior manager, donc vraiment dans la direction des opérations, en charge de déploiement de notre solution et de notre méthodologie auprès d'un certain nombre de collectivités et organisations publiques ou privées, en particulier dans l'immobilier et un petit peu aussi sur la partie infrastructure bien évidemment. Merci Ferdinand, désolé. Et du coup, Jérémy Desmarais, moi j'accompagne, en fait je suis le directeur marché public chez Oxand, j'accompagne les collectivités territoriales, par extension d'autres organismes publics, dans finalement le déploiement de notre solution Oxand Simeo
au sein de leur organisation. Donc le déployage en amont et en aval, que ce soit au début de la réalisation du projet et dans son suivi opérationnel pour en faire un succès. Maintenant que le contexte a été posé, ce que je vous propose, c'est peut-être d'introduire le sujet pour que l'on sache tous exactement de quoi est-ce qu'on va traiter aujourd'hui. Digitaliser votre gestion patrimoniale sans passer par la case audit. Lorsque l'on parle de digitalisation, en fait, l'objectif, c'est finalement de formaliser dans un outil ou alors sur des fichiers informatiques les informations clés en lien avec les différents bâtiments qui constituent son parc, afin, dans un premier temps, d'être capable de disposer du meilleur niveau d'information en lien avec son parc, mais dans un second temps, et c'est le plus important, être capable d'exploiter ces différentes informations de façon à rendre finalement sa gestion patrimoniale plus objective, plus fiable et plus vertueuse au quotidien. Et du coup, l'objectif également de cette digitalisation, c'est de capitaliser sur les différentes informations pour ne pas finalement être confronté à des cas de figure dans lesquels tous les 2-3 ans, on va créer des stratégies, des documents qui finalement vont devenir périssables dans le temps et qui vont nous obliger de façon chronophage à renouveler ces démarches-là de façon périodique dans le temps. D'accord? Donc, c'est vraiment ça l'objectif de ce sujet. Et en général, quand on traite de ce point-là, en tous les cas sur les retours d'expérience que l'on a, c'est que l'idée de digitaliser, de mieux connaître son parc et d'en exploiter la donnée pour optimiser sa gestion patrimoniale, c'est une idée qui est partagée et qui est validée par les maîtres d'ouvrage dans leur grande majorité. D'accord? C'est une vision, c'est un point sur lequel chaque maître d'ouvrage veut tendre. La difficulté, elle repose pas du coup sur le fait de percevoir l'importance de cette mission-là, mais plutôt sur la difficulté imaginée, je dis bien imaginée, que peut représenter la mise en œuvre de ce genre de projet. Et tout l'objectif de la conférence d'aujourd'hui, en tous les cas ce que l'on va essayer de faire avec Ferdinand, c'est de vous donner un maximum d'informations et de vous présenter la méthodologie que l'on utilise au quotidien pour dédramatiser finalement ce volet qu'est la digitalisation. Et pour ça, on va avoir un plan assez classique sur lequel on va reprendre les grandes étapes qui viennent échelonner un projet de digitalisation. La première phase qui est d'oser initier cette démarche, jusqu'à la dernière qui est l'amélioration continue de la connaissance de son parc. Et du coup, le plan que l'on vous propose, c'est un plan en 6 grandes parties. La première, une partie que Ferdinand va traiter sur les enjeux et les bénéfices de sa digitalisation. La deuxième, l'identification de la donnée utile. D'accord? Donc, quelles sont les données dont j'ai le plus besoin? La troisième, et je pense que c'est un point qui va particulièrement vous intéresser, c'est la méthodologie de collecte et de centralisation de ces données. C'est-à-dire, une fois que je sais les données dont j'ai besoin, comment est-ce que je fais pour les récolter et les centraliser dans un réceptacle unique? Le quatrième point, et pour le coup, c'est moi qui m'en chargerai, c'est l'exploitation de la donnée. Donc, vous donner quelques cas d'usage et quelques exemples d'exploitation de la donnée que l'on peut imaginer pour optimiser sa stratégie patrimoniale. Ensuite, Ferdinand reprendra la main pour vous parler du maintien et de l'amélioration continue de cette donnée. Et après, on conclura cette webconférence par une 6e partie qui sera une présentation de quelques erreurs ou pièges que l'on vous invite à éviter, qui finalement feront écho aux différents éléments, aux différentes parties que l'on vous aura déjà présentées. Et après, il y aura une dernière partie qui sera une partie questions-réponses, puisque j'en profite étant sur l'introduction pour vous rappeler que effectivement, malgré le format, le but c'est que ça soit le plus interactif possible. Vous avez un chat qui est normalement à votre disposition et du coup, je vous invite à ne pas hésiter à nous solliciter dès que vous le souhaitez pour nous poser vos questions. On essaiera soit d'y répondre au fil de l'eau au moment de la présentation et quoi qu'il arrive, on s'accordera un temps en fin de présentation pour essayer de répondre au maximum de vos questions. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous solliciter et à rester jusqu'au bout de la présentation. Merci à tous et très bonne conférence. Ferdinand, je te laisse la main. Alors, merci Jérémy. Pour commencer, quelques rappels assez basiques, hein, et j'espère que vous y retrouverez là-dedans. Sur d'un côté, vos enjeux métiers, ou en tout cas les enjeux métiers que rencontrent la plupart de nos collectivités, et avec l'intérêt de digitaliser, et quels sont les bénéfices sur la partie droite de votre écran que vous allez
obtenir grâce à justement cette digitalisation de la gestion de patrimoine. Concernant les enjeux, nous, ce qu'on voit et ce qu'on travaille avec nos clients la plupart du temps, c'est effectivement d'un côté la capacité à objectiver, donc formaliser et mettre sur papier les besoins d'investissement, notamment grâce à la gestion prédictive. Dans un deuxième temps, être capable de proposer, justifier, défendre les budgets et les arbitrages auprès des élus, auprès des décideurs. Puis, une fois que les budgets ont été accordés, être capable d'exécuter et piloter votre gestion de patrimoine dans une optique de stratégie. Et enfin, pour arriver au résultat ultime qui est comment je peux optimiser mon ratio risque-coût, comment je peux diminuer les risques, à la fois, comme disait Jérémy juste avant, sur la partie sécurité des personnes, sur la partie environnement, continuité d'exploitation, tout en gardant mes coûts dans la limite de mes contraintes budgétaires. Donc, obtenir le meilleur ratio risque-coût. Donc pour ça, pour tous ces aspects-là, la digitalisation, elle permet d'aider et elle vous donne des bénéfices tangibles qu'on a listés. Alors les principaux, il y en a évidemment d'autres, mais on a essayé de lister ceux qu'on rencontre le plus souvent avec nos clients et les organisations avec lesquelles on travaille. Un qui est déjà de capitaliser les données existantes. Les données, vous en avez beaucoup, mais parfois elles sont dures, elles sont mal structurées, elles sont dures à obtenir ou dures à accéder. Capitaliser le savoir de vos sachants, ça c'est essentiel aussi. Vous avez des techniciens, des agents, des directeurs, vous avez tout un écosystème des prestataires qui ont énormément de connaissances dans leur tête. Et ce qu'on rencontre très souvent, c'est effectivement cette difficulté à formaliser la donnée que l'ensemble de ces acteurs vont avoir dans leur tête. Le deuxième point, c'est évidemment un bénéfice, c'est d'être capable d'accéder rapidement, facilement et sans effort à l'ensemble de ces informations pour pouvoir répondre aux questions que vous vous posez ou que les gens vous posent le plus simplement et le plus rapidement possible. Un autre point qu'on voit de plus en plus, évidemment, depuis un an, qui était déjà le cas avant, mais qu'on voit de plus en plus, être capable de continuer, que votre organisation puisse continuer à travailler de façon la plus efficace possible, même quand on est à distance. Et puis enfin, le dernier point qui est évidemment essentiel, l'ensemble de ces projets de digitalisation ont pour objectif, bien entendu, de vous aider à prendre des meilleures décisions, mais vous aider à gagner du temps à vous et pour l'ensemble de vos équipes. Donc ça, c'est vraiment les bénéfices principaux qu'on voit. Le slide suivant, il s'adresse, donc le slide suivant, voilà, nous on a essayé de lister de façon assez simpliste, bien sûr, et peut-être un petit peu caricaturale, mais je pense que pas tant que ça finalement, quand on voit par rapport à l'ensemble de nos clients. D'un côté, la situation dans laquelle on trouve sur la partie gauche de votre écran, sur laquelle on voit la plupart de nos clients quand on arrive au départ d'un projet, avec effectivement encore un certain nombre de données, parfois beaucoup trop de données, mal organisées, difficiles d'accès, et l'objectif cible vers lequel on tend, ce que Jérémy appelait la smart data, c'est-à-dire une donnée structurée, facile d'accès, parfois simplifiée, parce que trop de données tue la donnée, on peut dire, donc simplifiée et utile. Donc nous, c'est vraiment notre credo, c'est vraiment notre objectif et c'est la cible vers laquelle on tend à emmener nos clients et c'est l'aspect de smart data, données intelligentes bien sûr en français. Donc on va passer tout de suite sur la partie données utiles. Donc encore une fois, l'objectif. Avant, il y a une petite question Alors, pour introduire cette partie. La présentation, elle sera pondérée de petites questions comme ça qui ont une vocation interactive et de façon à visualiser également un petit peu les propos que l'on va tenir. Et la première question qu'on vous propose avant que Ferdinand vous parle précisément de la donnée utile, c'est celle-ci. Donc, je vais vous la soumettre, enfin, je vais vous la lire et juste après, vous allez pouvoir y répondre. Pour chaque bâtiment, quel est selon vous le nombre de données utiles à centraliser pour disposer d'une vision fiable de l'état de votre parc et piloter objectivement vos investissements? Donc, est-ce que selon vous, c'est la réponse A, B, C ou D? Est-ce qu'il en faut 10 à 20, donc 10 à 20 informations par bâtiment, 20 à 50 informations par bâtiment, 50 à 100 ou plus de 100? Ce que je vous propose, c'est qu'on vous laisse 20-30 secondes pour répondre à cette question. Vous allez normalement recevoir un lien pour pouvoir répondre. Et juste après, on va visualiser un petit peu la réponse. Et derrière, soit Ferdinand pourra confirmer l'intuition générale, soit il pourra y apporter un ajout. Avez-vous bien reçu le lien que je vous ai envoyé via le chat? Alors moi, je l'ai reçu. Tu l'as reçu. Très bien. Ne réponds pas, Ferdinand.
Ah, ça y est, les réponses commencent à arriver. On attend On attend encore une petite minute. moins d'une minute, on va attendre 10-15 secondes et puis dis-nous dès qu'il y a une tendance qui se dégage peut-être. Alors, 3 réponses pour le moment. Une légère tendance 4, une belle tendance sur de 20 à 50 Ok. qui s'annonce. Influencer ceux qui n'ont pas encore voté. Non, je ne veux pas influencer puisqu'on est revenu à un 50-50. Alors on attend les encore. réponses. Allez, on attend encore 10 secondes et après, ne donne plus la tendance et juste après on donne les résultats. Ok. Clara, Alors, verdict. je réfléchis quand And the même. winner is- Donc, sur 8 réponses, on a la majorité qui est dit de 20 à 50 Donné. données, pardon. Donné par bâtiment. Et une personne a dit plus de 100 et d'autres ont dit de 10 à 20. Ok, très bien. Très très bien. Ferdinand, je te laisse donner la réponse à travers la présentation de la partie. Alors, je vous remercie à tous les deux. Alors, la bonne réponse, selon nous, encore une fois, elle est plutôt entre 10 et 20. Sur la plupart de nos projets, on fonctionne autour de 14 composants par bâtiment. Et alors, quand on parle de données utiles, d'abord, dans un premier temps, ce qu'on appelle, nous, la donnée utile, c'est le juste niveau de granularité qui permet d'être efficace et qui permet d'avoir des résultats rapidement sans prendre trop de temps à vos équipes, évidemment, pour consolider et pour maintenir cette donnée dans le temps. On voit que si on a un niveau trop macro, on aura des résultats et on aura des prédictions qui seront peu pertinentes. Et si à l'inverse, on part dans un niveau de granularité trop micro, c'est-à-dire trop détaillé, on va perdre énormément de temps à consolider cette donnée et derrière, pire que ça, on n'arrivera pas à maintenir cette donnée dans le temps. Donc nous, sur l'ensemble des collectivités, sur l'ensemble des organisations pour lesquelles on travaille sur le secteur immobilier, le juste niveau de décomposition qu'on préconise, c'est 14 composants par bâtiment qui sont listés à l'écran, vous pouvez voir ici. Donc qui vont aller de la structure d'un bâtiment à la toiture, en passant par la plomberie, la climatisation. Ni plus ni moins. Alors là, pour ça, on utilise la décomposition standard Uniforma 2, qui est dont on vous reparlera un tout petit peu après, mais qui est un standard du marché sur lequel l'ensemble des éditeurs de logiciels et l'ensemble des maîtres d'œuvre ou intervenants fonctionnent. Donc par rapport à ces 14 composants, pourquoi est-ce qu'on a choisi 14 composants et ni plus ni moins On s'est concentré sur effectivement ceux qui sont le plus impactants financièrement. Donc en fait, on se rend compte qu'à partir de ces 14 composants, on est capable d'obtenir plus de 90 à 95% des coûts sur l'ensemble, sur un cycle de vie, sur le cycle de vie de votre équipement, sur l'ensemble de la durée du cycle de vie. Et on se concentre aussi sur les composants qui représentent les plus gros enjeux pour les maîtres d'ouvrage, à la fois en termes de risque, en termes d'incertitude et en termes de ressources et de travail. Donc vous voyez un modèle de décomposition sur l'ensemble d'un cycle de vie, alors là sur 30 ans, pour chacun pour les différents domaines concernés. Donc le point suivant, il est de dire que pour chacun de ces composants, nous on va aller chercher 3 informations. On va aller chercher une première information qui sera la caractéristique technique, une deuxième information qui sera le quantitatif ou le métré, et une troisième information qui sera l'état de vétusté. En fait, ce sont 3 informations qui seront nécessaires et qui vont nous permettre à la fois de prédire en quelle année une opération de rénovation ou de reconstruction ou de renouvellement devra avoir lieu, et les coûts estimatifs de cette opération. Et à partir de ces 3 informations, on sera capable d'effectivement anticiper un plan pluriannuel d'investissement sur 5, 10, 15, 20 ans, ou plus si nécessaire, au niveau assez macro, mais avec une marge d'erreur qui est tout à fait acceptable et avec des efforts qui sont vraiment réduits. Donc par rapport à la caractéristique technique, vous voyez sur les exemples en bas de votre écran, on peut parler d'une couverture en zinc, un revêtement de façade en bardage acier, une production de chaux, un système de production de chaux, une chaudière collective à fioul. Ça, ce sera le niveau de caractéristique technique qui nous permettra d'anticiper de façon relativement fiable le vieillissement et les coûts associés en cas de remplacement.
Quand on parle de quantitatif, encore une fois, il peut être obtenu de deux façons différentes. Une première façon de travailler, c'est le calcul. Donc nous, c'est vraiment une des spécialités d'Auxent, c'est effectivement être capable de calculer et de prédire le nombre de fenêtres, le nombre de mètres carrés de fenêtres sur un bâtiment ou sur 100 ou sur 500 bâtiments. En fonction de l'activité du bâtiment et en fonction de la surface et du nombre d'étages, typiquement, à partir d'un niveau d'information très très basique, parce qu'on sait qu'on ne va pas aller vous demander de calculer, de compter une à une l'ensemble des fenêtres que vous avez sur l'ensemble de vos bâtiments. Parce que dans cette même logique, on irait compter le nombre de poignées de porte. Certains se lancent dans cette démarche-là et ils peuvent y passer un certain nombre d'années avant d'avoir le moindre résultat. Donc, on a vraiment à la fois des quantitatifs qui vont être estimés, qui vont être calculés à partir d'hypothèses et d'extrapolations et qu'on va systématiquement aussi comparer derrière avec ce qu'on a, donc qui sont aussi issus de 18 années d'expérience dans ce domaine. Et pour certains éléments, bien sûr, on va aller mesurer, soit sur site, soit à partir de plans, soit à partir de Google Maps, soit à partir d'un certain nombre d'informations liées au BIM ou autres, les surfaces, les métrés et les quantités. Et pour revenir sur le troisième élément qui est indispensable, qui est l'état de vétusté, encore une fois, on a deux façons de raisonner. La première façon qui est de calculer cet état de vétusté, de prédire cet état de vétusté à partir de la typologie de matériel et de sa date de construction ou de dernière réhabilitation, et des lois de vieillissement qu'on a modélisées. Donc, on a modélisé plus de 10 000 lois de vieillissement chez Auxent au cours des 20 dernières années, soit bien entendu constatées sur terrain, constatées par le savoir des personnes, soit via des audits, soit via des retours d'informations. Donc ça, c'est vraiment les 14 bâtiments, et pour chaque bâtiment, 3 informations essentielles qui peuvent être soit extrapolées, soit mesurées ou observées. Tu as dit non. Maintenant qu'on a identifié les données, les 14 données utiles, comment tu la centralises, cette donnée? Alors, juste avant, je vois qu'il y a une question qui a déjà été posée sur cette partie-là. Pierre-Léon, je vais peut-être te la poser. C'est bonjour, comment intégrez-vous par rapport à une démarche de schéma directeur immobilier? Comment vous intégrez-vous par rapport à une démarche de schéma directeur immobilier qui vise aussi à établir des diagnostics, notamment techniques et financiers, et élaborer des stratégies patrimoniales? Est-ce que tu aurais des éléments de réponse là-dessus? Alors, on va avoir des éléments de réponse la suite de la présentation, va justement expliquer un petit peu l'ensemble de ces différents éléments. Notamment peut-être au moment des indicateurs, ça sera sur la partie indicateurs et puis un petit peu justement sur la partie méthode et collecte des informations. Puisque pour rappel, là de ce que j'en comprends dans cette question, c'est qu'il y a effectivement il y a plusieurs questions en une. Il y a la partie donc schéma directeur immobilier où je vais vouloir avoir le plus simplement et de façon efficace et rapide une prévision à long terme sur les budgets dont je vais avoir besoin pour maintenir mon patrimoine en l'état ou l'améliorer tout en minimisant mes risques. Et une autre information sur effectivement quand j'ai besoin d'avoir des diagnostics précis concrets, à quel moment les faire et à quelle fréquence, etc. Donc ça, on va y répondre un petit peu plus tard dans la présentation. Pour rappel, l'objectif, il est effectivement de vous dire et de vous démontrer en fait comment est-ce que je peux amener et piloter cette stratégie patrimoniale sans commencer. Alors quand on parle de sans passer par la case audit, c'est sans commencer par des audits qui peuvent être souvent longs et coûteux et parfois inutiles. Ils ne sont pas systématiquement inutiles, bien sûr, et comme vous allez le voir par la suite. Mais ce que vous allez voir, c'est qu'effectivement, on travaille dans une démarche qui a pour vocation à vous fournir une vision globale de votre patrimoine complet le plus efficacement et le plus rapidement possible. Et après, c'est une donnée qu'il va falloir enrichir, fiabiliser, maintenir au fur et à mesure du temps. Et bien entendu, quand on a choisi les enveloppes principales sur lesquelles on souhaite travailler, et quand on se lance dans des opérations et dans des projets et des avant-projets, là, à ce moment-là, bien entendu, on ne coupe pas à des audits techniques précis, à des bureaux d'études, etc. Donc, on n'est pas en train de vous dire que les audits ne servent à rien. Ce qu'on va essayer de vous montrer dans les slides suivants, c'est comment faire pour minimiser ces audits et les faire à bon escient, parce qu'on sait qu'ils vous coûtent cher, ils vous prennent du temps, et il y a plein d'autres façons de fonctionner. Il y a d'autres priorités à faire avant, en fait.
Donc j'espère que j'ai répondu un petit peu à peu près à cette question-là. En tout cas, je suis sûr que la suite de la présentation et de cette webconférence va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair en tout cas. Si jamais on reviendra dessus en fin de présentation, si jamais on n'a pas été assez clair ou si jamais la présentation n'y a pas totalement répondu. Bien sûr. Je propose de passer un petit peu à la suite pour justement se donner un petit peu de temps sur les questions-réponses. Donc, première étape, effectivement, dont on a parlé, c'est là, donc c'était première étape dont on a parlé, c'était la partie identification de cette donnée utile. Maintenant, il y a une deuxième étape qui est, une fois que j'ai identifié de quelles données je vais avoir besoin, comment est-ce que je fais pour la collecter, la centraliser et avoir une première vision globale de l'ensemble de mon patrimoine. Donc, nous, cette collecte et cette centralisation sur laquelle on accompagne l'ensemble de nos clients, elle se déroule en 4 temps et en 4 phases. Et on essaye de vous les présenter de façon encore une fois un petit peu basique et caricaturale, mais en essayant de simplifier le discours. Alors, vous voyez en ordonnée, vous voyez la valeur informative, c'est-à-dire l'ensemble des informations le taux d'information que vous allez être capable de faire, et puis en ordonnée. Et en abscisse, on va voir les efforts que ça va vous prendre en termes de collecte et derrière de mise à jour, à la fois soit en termes de temps, soit en termes de coût. Donc le premier élément par lequel on démarre, qui va en général prendre entre 1 et 2 semaines de notre côté avec nos clients, ça va être la mise en place de cette base de connaissances. C'est-à-dire de travailler sur le référentiel qui va être compatible potentiellement avec votre GMAO, avec votre comptabilité. Donc, bien structurer votre référentiel. Évidemment, certains clients, quand on a de la restauration collective, on va rajouter un certain nombre, on peut rajouter des équipements de cuisine, par exemple. Certains clients vont avoir des cuves à fuel qu'il va falloir ajouter. Donc, on a cette première phase de structuration sur laquelle on va déployer l'ensemble des règles et hypothèses métiers. Encore une fois, Jérémy indiquait le nombre d'années, le nombre de clients, le nombre de projets sur lesquels on a reçu des retours d'expérience. Donc, quand on sait qu'on a un bâtiment d'enseignement général qui a été construit dans les années 1970, par exemple, on va décliner tout un ensemble de ratios qui seront bien entendu des prédictions, mais tout un ensemble de ratios qui sont relativement fiables et qui vont vous permettre d'avoir déjà des quantités, des estimations de coûts, des lois de vieillissement basées sur le retour d'expérience qu'on a accumulé depuis toutes ces années-là. Donc, à partir d'un nombre d'informations minime, on sera déjà capable d'avoir une vision, encore une fois, prédictive, mais un point de départ très intéressant qu'on est capable de consolider dans l'espace de 1 à 2 semaines, par exemple. Ensuite, la deuxième phase, elle consiste à collecter, consolider l'ensemble des données que vous avez déjà formalisées, qui peuvent être soit formalisées dans des inventaires techniques, dans des rapports de sécurité, dans des historiques de votre comptabilité en termes de maintenance ou d'investissement, dans des plans de travaux, dans des extraits d'export de votre GMAO ou de votre BIM si vous en avez pour les clients qui en ont déjà mis en place. Donc vous avez tout un nombre d'informations qui sont extrêmement pertinentes, extrêmement intéressantes dont vous disposez, mais qui peuvent être dispatchées entre différents systèmes, qui peuvent être répartis entre différents fichiers Excel sur l'ensemble des ordinateurs de plein de personnes différentes. Et donc nous, voilà, on a toute une équipe d'ingénieurs et d'outils qui vont nous permettre de scanner, consolider, analyser. Et donc ça, c'est un travail qui va prendre encore en moyenne, qui peut prendre de 2 à 4 semaines selon la taille du patrimoine, et qui vont nous permettre justement de passer, si on revient sur la partie smart data, déjà de structurer l'ensemble des informations que vous avez. Et là, on ne parle pas évidemment encore d'audit à ce moment-là. Ensuite, il y a toute une phase dont on a parlé sur la partie digitalisation. On le voit avec le turnover des employés, on le voit avec des employés qui vont changer de service, qui peuvent évoluer dans l'organisation, avec les nouveaux employés qui vont arriver. C'est extrêmement important d'arriver à consolider, d'arriver à formaliser la connaissance qui est dans la tête des personnes. Parce que vous avez des agents, des techniciens qui travaillent depuis 10, 20 ans sur un patrimoine et qui sont une mine d'or. Mais cette information, elle n'est pas nécessairement partagée. Donc, on a tout derrière, on a toute une méthodologie justement pour aller soit via des questionnaires en ligne, soit via des ateliers, via des entretiens téléphoniques, pour aller extraire en quelques minutes ou en quelques heures. Évidemment, on fait notre maximum pour solliciter le moins possible. On sait que votre temps est précieux, le temps de vos équipes est précieux. Donc, pour aller le plus vite possible là-dessus et pour capitaliser encore une fois la donnée utile. Encore une fois, on reste toujours dans cette démarche donnée utile. Ne pas rentrer dans la poignée de porte, ne pas rentrer dans un niveau de granularité extrême sur laquelle certaines des personnes vont essayer de nous entraîner parce que c'est leur vie de tous les jours et c'est important pour eux.
mais par contre, c'est pas nécessairement important en termes de gestion patrimoniale au niveau complet du parc. Et donc, c'est là-dessus qu'on essaie vraiment, bah voilà, encore une fois, pour minimiser le temps qu'on leur prend et pour augmenter et pour se concentrer sur les 95% qui feront la différence et qui sont pertinents. Et puis ensuite, on arrive sur la dernière, évidemment, on va avoir parfois des trous dans la raquette. Des bâtiments qui sont inconnus parce que la personne qui était en charge de bâtiment est partie ou parce que c'est un bâtiment sur lequel qui est passé entre les gouttes, entre les mailles du filet, qui était chez un autre service et qu'on a récupéré et sur laquelle on ne dispose d'aucune information. Donc là-dessus, et c'est uniquement dans ce 4e temps qu'on aura besoin ou qu'on conseillera à nos clients de déclencher des audits une fois qu'on a déjà récupéré les 3 premières informations qui peuvent, encore une fois, pour les 3 premières briques, on va dire, sur un projet classique, sur l'espace de 6 à 8 semaines maximum, sur une collectivité, un conseil départemental, une métropole ou autre, on est capable déjà d'obtenir 95% de l'information avant de se lancer dans des audits. Encore une fois, je ne suis pas là pour dévaloriser les audits, mais pour vous conseiller ou pour vous aider à les utiliser à bon escient, c'est-à-dire une fois qu'on a une opération qui a déjà été validée, budgétée, ou sur laquelle on a besoin d'informations complémentaires, ou uniquement si on a des bâtiments qui sont vraiment inconnus, mais encore une fois, quand on a déjà utilisé les 3 premières, quand on a déjà mis les 3 premières briques, en général, on a déjà 95% d'informations. Et du coup, comment, Jérémy, tu les utilises, ces données? Oui, il n'y a pas de question avant Non, ça? il y a un merci pour ta réponse sur le SDI, non. Ok, n'hésitez bien sûr pas avec les questions. Effectivement, merci Ferdinand pour cette partie. On va passer à la 4e partie sur l'exploitation de la donnée. L'objectif de cette partie-là, en fait, elle va avoir pour objectif de finalement formaliser un petit peu, apporter du concret aux propos de Ferdinand qui explique depuis le début de la conférence qu'un petit nombre de données, si elles sont bien ciblées, peut déjà permettre un pilotage fiable de son parc. Et du coup, là, ce que je vais vous présenter, c'est différents indicateurs. C'est une liste qui n'est pas exhaustive, mais différents indicateurs qu'on met à disposition des organismes avec lesquels on travaille et qui reposent exactement sur le volume de données que Ferdinand vous a présenté, c'est-à-dire 14 données par bâtiment. Donc, le premier tableau de bord que je peux vous présenter, c'est une cartographie des bâtiments. En gros, une fois que l'on a centralisé, avec la méthodologie que vient de présenter Ferdinand, l'ensemble des informations clés en lien avec vos différents bâtiments, on va déjà être capable de vous proposer une cartographie de ce parc. Et ce que vous voyez à l'écran, finalement, c'est une représentation sous forme de diagramme de l'ensemble des bâtiments qui constituent votre parc et qui sont projetés sur une carte IP6G. D'accord? Et du coup, là, donc, vous voyez que c'est un parc de 61 bâtiments avec 1600 actifs, donc composants, qui sont référencés pour une surface globale d'à peu près 100 000 m². Et les 61 bâtiments sont représentés par un diagramme. Et ce diagramme est découpé en 4 parties qui correspondent tous à un niveau de vétusté, une note d'état, E1, E2, E3 ou E4. E1 étant la meilleure note possible, E4 la moins bonne possible. Et là, en fait, en un clin d'œil, vous allez avoir la vision fiable et complète de votre parc et pouvoir visualiser finalement quel est l'état général de mon parc grâce au diagramme en haut à droite qui donne une vision globale du parc, d'accord? Donc, on peut voir par exemple qu'il y a 36% des composants du parc qui sont dans un état E1, donc 9, et vous avez, par exemple, dans le cas présent, 12,2% des composants qui sont dans un état E3, qui mériteraient peut-être du coup une opération de maintenance, qu'elle soit curative, préventive, ou qu'on soit sur du renouvellement. Et après, au-delà de cette vision globale, vous avez le détail sur chacun de vos bâtiments. Et vous allez pouvoir vous dire, OK, quels sont finalement les bâtiments qui sont à date dans le meilleur état et quels sont ceux qui sont peut-être en un peu moins bon état comparativement à la moyenne globale de mon parc. Ce qui va déjà vous permettre de dégager des tendances et d'objectiver finalement l'état général de votre parc. Et également de vous permettre de communiquer, d'être plus efficace dans les typologies de patrimoine sur lesquelles vous devez intervenir de façon prépondérante. Puisque derrière, vous pouvez réaliser des filtres et vous dire, OK, là, c'est la vision globale de mon parc. Qu'en est-il, par exemple, sur mon patrimoine scolaire ou sur mon patrimoine culturel ou sur mon patrimoine administratif? Et vous allez pouvoir réaliser des filtres qui vont vous permettre de visualiser qu'une partie de votre parc. De la même façon, vous allez également pouvoir réaliser des filtres, je change de slide, sur des typologies de composants bien précises. Et vous allez pouvoir vous dire, l'état général de mon parc, c'est celui-ci. Quel est l'état, par exemple, général de mes toitures, qui est un composant
que Ferdinand nous a présenté comme étant un composant clé qu'on va s'attacher à relever. Eh bien, quel est l'état général de l'ensemble de mes toitures sur mon parc? Et là, vous allez pouvoir vous dire, d'accord, ce que je peux m'apercevoir, c'est que par exemple, là, on le voit très clairement sur la slide que je projette, il y a 4-5 bâtiments sur lesquels il y a un niveau de vétusté des toitures qui semble anormal ou en tout cas largement supérieur à la moyenne générale de mon parc. Eh bien, c'est peut-être sur ces 4-5 bâtiments que je vais devoir porter mon attention sur ce composant-là. D'accord? Ça peut également vous permettre de fiabiliser des prises de décision. Je donne un exemple. Vous êtes, il y a un agent ou un usager qui vous remonte une anomalie sur une de vos toitures. Elle commence à fuir, elle commence à être défaillante. Vous allez vérifier naturellement cette information sur site et vous la validez. Vous décidez du coup de réaliser une opération de maintenance, de prévoir une opération de maintenance en lien avec le changement de cette toiture-là. Bien, avant de vous lancer sur la rédaction d'un marché visant à changer cette toiture-là, vous pouvez peut-être regarder quel est l'état général des autres toitures de votre parc. Et finalement, peut-être que votre agent avait raison, enfin, il a même raison. La toiture qu'il vous avait identifiée, relevée, est bien défaillante. Par contre, en réalité, il y en a 2 autres qui devraient également, qui mériteraient également une opération de maintenance. Et bien finalement, plutôt que de lancer un marché sur 3 années différentes pour ces 3 toitures, vous allez peut-être pouvoir regrouper cette opération de maintenance. Et du coup, non seulement gagner du temps, puisque vous n'allez pas lancer 3 marchés, mais un seul, puis en plus de ça, par un effet de levier, diminuer le coût global de la prestation. Et de facto également, augmenter plus rapidement la qualité globale de votre parc. Toujours, bien sûr, si vos capacités financières le permettent. Peut-être que vous ne serez pas dans la capacité de générer les 3 renouvellements d'un coup. Mais en tous les cas, si votre capacité le permet, c'est le genre d'information et de prise de décision que vous pouvez déjà prendre. D'accord? Après, il y a un autre diagramme, je vais en parler rapidement. Ce n'est pas forcément le cœur de la présentation, mais c'est quand même un point important que l'on traite chez Auxandre. Vous le voyez, il y a un diagramme qui met en avant l'état général de vos composants. D'accord? Donc, est-ce que mon composant est en bon état, en mauvais état, en très mauvais état ou dans un état critique? Et vous avez également un deuxième diagramme en bas à droite qui identifie le niveau de risque en fait de vos composants. La nuance, elle s'explique par le fait qu'en fait, l'état général, c'est un état factuel des choses. Est-ce que c'est en bon état ou en mauvais état? D'accord? Le risque, c'est finalement un couplage entre l'état de vétusté de votre composant et son importance stratégique pour vous vis-à-vis des enjeux d'exploitation que vous avez à traiter. D'accord? Je vais essayer de donner un exemple concret. Vous pouvez avoir un ascenseur qui est en bon état, dans un état E1, parce qu'il a été changé il y a 2 ans. Mais au-delà de ça, il ne répond pas à une norme accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Et bien même si ce composant-là est dans un état E1, d'accord, parce qu'il fonctionne bien, il va être dans un niveau de risque 3 ou 4. Pourquoi? Parce qu'il nécessite une opération de maintenance pour vous permettre d'être dans les clous d'un point de vue réglementaire. D'accord? Donc voilà un premier tableau de bord que l'on peut déjà vous donner grâce aux 14 données identifiées et mises en avant par Ferdinand. Un autre tableau de bord qui intéresse souvent les collectivités avec lesquelles on travaille, ce sont des carnets de santé en ligne, des carnets de santé digitalisés, sur lesquels finalement vous allez avoir un listing de l'ensemble de vos bâtiments auxquels va être associée une note sur 4 étoiles, une note qui va être pondérée finalement par une moyenne entre l'état général du bâtiment et le niveau de risque associé à ce bâtiment. Et d'un seul coup d'œil, vous allez pouvoir visualiser l'état général de votre parc et les écarts qu'il peut y avoir entre les états de vos différents bâtiments. D'accord? Quels sont ceux qui sont en meilleur état et quels sont ceux qui sont en moins bon état. Et après, vous allez pouvoir, sur chacun de vos bâtiments, en cliquant simplement dessus, disposer de l'ensemble des informations sur ce bâtiment et vous dire, d'accord, sur ce bâtiment, quel est son état général et quel est l'état, d'un point de vue plus micro, de l'ensemble des composants qu'il constitue. Tiens, sur mon école Victor Hugo, dans quel état est ma toiture? Dans quel état est mon électricité? Dans quel état est ma production de chaud, ma production de froid? D'accord? C'est finalement une base de données pour que l'ensemble des parties prenantes de la collectivité qui ont un impact sur la gestion du patrimoine puissent disposer du même niveau d'information et, comme l'a dit Ferdinand tout à l'heure, gagner également du temps sur la réponse aux questions que vous vous posez au quotidien. Un troisième indicateur, et ce sera l'avant-dernier que je vais présenter, c'est des scénarios de maintenance. Ferdinand en a parlé un petit peu dans la première partie et moi dans l'introduction. Un des indicateurs qu'on va proposer finalement, au-delà de l'état à date de votre parc que l'on va être capable de vous proposer grâce à la cartographie, c'est une prévision de l'évolution de l'état général de votre parc en fonction des enjeux d'exploitation que vous aurez à traiter. Et en fonction d'une contrainte budgétaire. Donc là, le tableau de bord que je projette, c'est 2 diagrammes
enfin deux tableaux de bord, pardon. Le premier, c'est un niveau d'investissement. Et le second, c'est l'évolution de l'état général des risques de votre patrimoine. Et en fait, nous, souvent, on travaille sous contrainte budgétaire, puisque les collectivités avec lesquelles on travaille ont toutes une contrainte budgétaire qu'elles ne peuvent pas dépasser chaque année dans le cadre des opérations de maintenance qu'elles doivent réaliser. Et en fait, ce qu'on va leur proposer, c'est un scénario de maintenance dans lequel on va leur dire, eh bien, écoute, pour 100 bâtiments, pour les 100 bâtiments dont tu as la charge, avec un budget de 3 millions d'euros par an, voilà finalement la façon dont va évoluer ton parc dans le cas où tu respectes les préconisations que l'on te propose, à savoir réaliser de façon chronologique les opérations de maintenance qui vont avoir des impacts le plus forts sur les différents enjeux et risques d'exploitation que tu as à gérer au quotidien. Et ce que l'on voit, du coup, nous, notre objectif, en tous les cas, c'est de réussir à accompagner les collectivités à, dans un premier temps, optimiser la qualité de leur parc, c'est-à-dire réduire progressivement, le plus rapidement possible, la dette de maintenance qu'ils peuvent avoir, donc diminuer au maximum les composants qui peuvent se trouver dans un niveau de risque 3 ou 4. Puis la deuxième étape, les aider, toujours à travers ce scénario de maintenance, à faire perdurer cet état général, les aider à maîtriser le fait que ce parc reste dans l'état optimal pour lequel il a été conçu, tout en respectant l'ensemble des contraintes que vous pouvez avoir. D'accord, les contraintes et les enjeux d'exploitation que vous pouvez avoir. Et après, c'est également possible pour vous de comparer les scénarios de façon à fiabiliser des prises de décision ou objectiver des prises de décision. Et vous dire, qu'est-ce qui se passe si je fais cette opération à ce moment-là et qu'est-ce qui se passe si je fais celle-ci à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe si je décale cette opération ou si j'avance celle-ci? Quel impact sur l'état global de mon parc et quel impact sur mes finances? D'accord? Ça peut être le cas de figure, notamment en cours d'année, vous avez fiabilisé vos budgets sur janvier à mars, vous avez votre feuille de route de l'année à venir. Et puis en cours d'année, je suis sûr que c'est déjà arrivé à tout le monde, il y a un changement, il y a une demande, soit en lien avec un contexte sanitaire qui va venir chambouler votre programmation, soit en lien avec des évolutions réglementaires ou des demandes de vos élus, et vous allez devoir revoir votre feuille de route. Et bien là, très simplement, vous allez pouvoir vous dire, de façon à assumer le nouveau projet que je dois réaliser, quelles sont les actions finalement que je peux décaler et quelles sont celles que je ne peux pas décaler. Et si je décale, quel impact direct sur mon parc à court et moyen terme. D'accord? Et ça, c'est une vision macro, mais vous allez également pouvoir prendre des décisions plus micro en disant, j'ai un budget, ça ne me permet de traiter qu'une opération de maintenance et pour autant, j'ai 2 bâtiments qui mériteraient cette opération de maintenance. Quel est finalement le bâtiment sur lequel je vais privilégier cette opération de maintenance et quel est le bâtiment sur lequel je vais décaler l'opération et peut-être la programmer à N+2, N+3 ou N+4. D'accord? Voilà un petit peu pour les différents indicateurs que l'on est capable d'avoir grâce aux 14 données qui ont été identifiées par Ferdinand. Donc là, l'idée, c'était vraiment entre guillemets, de prouver effectivement qu'avec 14 données, on peut déjà avoir des indicateurs très intéressants et en même temps commencer à vous donner une vision sur différents cas d'usage de l'exploitation de la donnée. Finalement, qu'est-ce que je fais de la donnée que j'ai récoltée et comment est-ce que je l'utilise à bon escient pour que le travail qui m'a été demandé sur la collecte puisse me servir de la meilleure des façons au quotidien pour mes équipes et pour optimiser la qualité de mon parc. Merci Jérémy. Tu parles effectivement de tableaux de bord qui permettent de prendre les bonnes décisions, mais évidemment la donnée elle évolue. Comment Ferdinand, peut-être tu mets à jour ces données? Alors, la transition toute faite. Juste avant, il y a encore une question. On avait dit qu'il y avait plusieurs questions. Ferdinand, c'est la deuxième fois qu'on te coupe l'herbe sous le pied, je suis désolé. On va vous proposer une deuxième question. On va du coup vous laisser y participer. Je vais la lire comme pour la précédente. Quel est pour vous le temps moyen justement nécessaire à l'actualisation de vos données chaque année en termes d'ETP pour un parc prenant une moyenne de 500 bâtiments? Entre 5 et 10 jours, entre 20 et 30 jours, entre 40 et 50 jours ou plus de 50 jours. On a posé cette question parce que c'est un sujet qui vient souvent. Finalement, il y a 2 sujets sur la digitalisation. Le temps que ça va prendre à l'instant T pour capter la donnée, mais également le temps que ça va prendre après pour la suivre et la mettre à jour. Voilà un petit peu pour l'explication. Je vous laisse répondre. Clara, comme tout à l'heure, dès que tu as une tendance. 20 secondes. Je te laisse me dire. Alors, Ferdinand, qui est timekeeper, nous dit qu'effectivement, le temps court. Pour l'instant, on a quelques réponses, mais je ne donnerai pas pour ne pas influencer. On a 5 réponses, 6. Allez, encore quelques secondes. Allez, encore une réponse et on y va.
Eh bien, 7 réponses. Et du coup, eh ben, ça continue d'arriver. Donc, 8. 3 personnes ont dit qu'il y avait entre 30 et 40 jours. 9 réponses. Réponse qui n'existe pas. Réponse qui n'existe pas. Mais je pense que pardon, entre 40 et 50 jours. Pardon. Très bien. 5 réponses entre 20 et 30 jours et une personne qui a dit plus de 50 jours. Donc la majorité est sur 20-30 jours. 20-30 jours, tout à fait. Okay. Ferdinand, du coup, comme tout à l'heure, je te laisse donner du sens à la réponse. Nous, ce qu'on fait et dans la méthodologie qu'on met en place avec nos clients, la cible, et c'est ce qu'on obtient avec un certain nombre de clients, avec la majorité de nos clients, c'est plutôt effectivement entre 5 et 10 jours. Donc, évidemment, encore une fois, on l'a dit, votre temps est précieux. On a bien vu votre temps est précieux et on souhaite le minimiser. On sait que ça peut être vécu comme pénible par un certain nombre de personnes de devoir mettre à jour de la donnée, etc. 20-30 jours, ça a un coût. On a tous des ressources précieuses, donc on essaie de minimiser. On a 4 méthodes. Par contre, c'est effectivement indispensable de maintenir cette donnée en l'état parce que si on travaille, si on investit pour construire un inventaire, effectivement, on parle de long terme, on parle de durabilité. Le but du jeu, c'est que cet inventaire, il reste valide pendant 3, 5, 10, 15, 20 ans et qu'au bout d'un an ou 2 ou 3, les choses évoluent, les bâtiments évoluent, les équipements se détériorent, cet inventaire reste encore pertinent. Donc pour ça, on s'est axé ici, et ici on vous rappelle 4 méthodes qui permettent de maintenir cette donnée avec des efforts minimums et qu'on liste un petit peu en termes de fréquence. Donc évidemment, il y a une des techniques qui consiste à synchroniser ces informations avec d'autres systèmes d'information tels que le BIM, tels que la GMAO. Donc typiquement, ce qu'on va mettre en place, ça peut être des synchronisations une fois par mois ou une fois par trimestre et qui nous permettent de réutiliser cette information entre les différents systèmes informatiques. Il y a une deuxième méthode qui est souvent très sous-utilisée par la plupart de nos clients et qu'on vous invite et qu'on incite à mettre en place davantage. Ce sont les mises à jour par les prestataires. On va avoir des personnes qui vont venir remplacer les chaudières, qui vont venir réparer des toitures, qui vont venir ravaler des façades. Donc aussi bien pour la partie équipementaire que pour la partie bâtimentaire. Ils vont venir, ils vont mettre à jour, ils vont corriger des défauts sur des équipements ou remplacer des équipements, ce qui est intéressant. Et on peut leur demander, vous pouvez leur demander d'en profiter pour mettre à jour vos inventaires et cette information-là. Alors parfois ça passe par des clauses particulières dans le cahier des charges au moment de l'appel d'offres indiquant bien que cette mise à jour doit être faite par le prestataire ou le sous-traitant ou l'intervenant, et ce qui permet derrière de vous soulager, puisque cette mise à jour est effectuée par d'autres personnes. Il y a un autre élément aussi qui est très important, ce sont alors ce que je pourrais appeler des corrections ponctuelles ou des mises à jour ponctuelles. N'importe quel système d'information, qu'il s'agisse d'un ERP, d'une GMAO ou d'un système de gestion patrimoniale, pour que le système soit fiable à long terme, il y a vraiment une méthode, enfin une méthodologie, un élément important, c'est que dès que quelqu'un, un acteur, lors d'utilisation détecte une erreur, repère une erreur, et votre système ne sera jamais 100% parfait. Vous aurez toujours systématiquement quelques pourcents d'erreurs, d'informations qui ne sont plus à jour ou qui ne sont pas fiables. Dès qu'on détecte une erreur, il faut être capable d'avoir un système qui permet de remonter et de venir la corriger. Parce que sinon, on rentre, c'est ce qui permet d'enclencher des cercles vertueux où les gens ont confiance dans les données. Sinon, évidemment, au bout d'un moment, les gens vont le système, l'information va se détériorer au fur et à mesure du temps. Les gens vont perdre confiance dans le système et à la fin, vous n'allez plus l'utiliser du tout. Donc, c'est dommage. Donc, effectivement, c'est important de mettre en place cette remontée d'erreurs, correction systématique. Et évidemment, le dernier point, c'est les audits de terrain. Donc, on a un certain nombre de clients qui vont, par exemple, une fois tous les 3 ans, auditer chaque bâtiment une fois tous les 3 ans, c'est-à-dire une visite tous les 3 ans ou une visite sur un tiers de votre patrimoine par an, ce qui permet d'envoyer les personnes de la direction, les techniciens sur site. Ça permet de créer du lien avec les personnes sur site aussi. Encore une fois, là, on parle d'audits relativement simples et rapides. On ne parle pas de longs audits et coûteux, mais juste pour vérifier qu'effectivement, la toiture est toujours en place. Et en général, cette information, elle existe dans la tête, elle existe chez les responsables de site, chez les agents de maintenance. Et c'est aussi une bonne méthode de mise à jour. Et en s'appuyant sur ces 4 piliers-là, on est capable
de garder cette donnée à jour dans le temps et d'être toujours en capacité d'avoir une vision fiable et complète sur l'ensemble de votre parc et sur du temps long. Donc, je vais repasser la parole une dernière fois à Jérémy pour ce qui sera un petit peu la conclusion. Ouais. Et Jérémy, je te laisse finir avec cette partie-là. Ok, merci Ferdinand. Donc effectivement, on va conclure juste avant les questions-réponses par la dernière partie qui est un petit listing finalement de 5 erreurs. Au-delà d'erreurs, c'est même parfois des pièges que l'on vous invite à éviter et qui vont finalement faire écho à toutes les parties que l'on vous a présentées précédemment. La première, c'est de vouloir centraliser de la donnée sans anticiper le cas d'usage. C'est finalement la première partie de Ferdinand sur laquelle il vous a indiqué quelles étaient les plus-values d'une stratégie de digitalisation. Nous, ce qu'on voit parfois, c'est que finalement, on est dans une démarche où effectivement, les organisations souhaitent centraliser des informations pour mieux connaître leur parc, mieux le maîtriser, mais sans réel but ou sans ligne directrice sur l'exploitation qu'ils vont en faire derrière. Et ça présente un risque assez élevé, c'est de du coup vouloir aller chercher trop d'informations, puisque si on ne dessine pas correctement le cas d'usage sur lequel on veut s'appuyer sur lequel on va traiter la donnée, eh bien, on ne sait pas exactement quelles données aller chercher. Et si on ne sait pas quelles données aller chercher, par sécurité, très souvent, on va vouloir aller en chercher trop. Donc, la première étape, c'est vraiment de se dire finalement de quels indicateurs j'ai besoin pour optimiser ma stratégie, pour mieux piloter mes équipes, pour gagner du temps, pour X ou Y raison. Et une fois que vous avez ces cas d'usage, se poser la question finalement de se dire du coup, maintenant, quelles sont les données dont j'ai besoin pour pouvoir monitorer et créer des tableaux de bord en lien avec ces cas d'usage. D'accord ? Donc, c'est vraiment la première question à se poser, c'est pourquoi chaque donnée que vous captez, on doit se demander en fait pourquoi est-ce qu'on la centralise. D'accord ? Est-ce qu'elle a une plus-value réelle ou est-ce que c'est simplement de l'esthétique ? Le deuxième piège, et finalement il fait écho au premier, c'est de penser que la quantité fait la qualité. Encore une fois, Ferdinand l'a expliqué. Récolter trop de données, ça a deux vices. Le premier, au début d'un projet, ça peut le rendre très compliqué, voire ne pas permettre de le finaliser. Ça, on l'a déjà vu finalement des organisations qui s'étaient lancées de façon trop ambitieuse sur des projets de récolte et de centralisation de la donnée trop importantes et qui, du coup, n'ont pas réussi à venir à bout de ce projet-là. Et pour celles qui vont arriver à aller au bout, le deuxième cas de figure, la deuxième problématique qui peut intervenir, c'est du coup sur le suivi de ces données. Plus on récolte de la donnée, plus le travail de suivi et d'actualisation de la donnée sera également compliqué à mettre en place. Et plus c'est compliqué, plus les risques de défaillance et du coup d'obsolescence de la base de données deviennent grands. Donc, l'objectif, c'est vraiment de traiter un minimum de données, mais toujours de traiter la donnée utile, celle qui a un véritable impact pour vos enjeux d'exploitation et dans le cadre du pilotage que vous souhaitez mettre en place de votre direction. Le troisième point, c'est d'accepter le fait que la fiabilisation de la connaissance de son parc soit progressive. En gros, toujours en écho avec ce qu'a dit Ferdinand, un point important, c'est d'accepter que la donnée, c'est pas un on-off. On passe pas de aucune donnée à d'un coup une base de données fiable en moins de 2 mois sur l'ensemble de son parc. Il faut accepter de se dire que c'est une démarche progressive et que effectivement, et c'est la démarche qu'on vous a présentée, on commence par 14 données clés par bâtiment. Par contre, effectivement, progressivement dans le temps, sur l'année 2, 3, 4, 5, 6, c'est possible, et on vous invite d'ailleurs à le faire dans la mesure du possible, d'augmenter ce nombre de composants par bâtiment en vous disant, Ferdinand en parlait, tiens, on va peut-être ajouter les équipements en lien avec la restauration. On va peut-être ajouter comment ? Des voiries. Voilà, des choses comme ça, plein de choses comme ça, sur lesquelles vous allez progressivement augmenter finalement et fiabiliser de façon de plus en plus importante la connaissance de chacun de vos bâtiments. Par contre, attention, il faut toujours que la donnée que vous collectez ait une pertinence opérationnelle, d'accord, et une plus-value opérationnelle. Même si demain vous avez la maturité pour, une donnée qui n'a pas d'usage opérationnel, en réalité, elle n'a pas de valeur. Du coup, on vous invite vraiment à ne pas vous ennuyer, entre guillemets, à la collecter et à la fiabiliser dans le temps. Le quatrième point, c'est de ne pas capitaliser sur la connaissance de ces sachants. C'est peut-être un des points les plus importants quand on parlait, le titre de la conférence qui est digitalisé sans passer par la case audit, c'est un des points les plus importants qui va vous permettre de réaliser cette démarche-là. Ferdinand l'a dit, et nous on le voit au quotidien, la connaissance des sachants, c'est une vraie mine d'or. Il y a une vraie connaissance du parc qui permet non seulement
de valoriser la connaissance de vos sachants, mais en plus de ça, de très rapidement formaliser un nombre important et impactant d'informations. Et c'est vraiment en général une méthode de collecte qui est très appréciée parce que bah, elle est déjà rapide, mais en plus de ça, elle met également en avant vos agents. Et c'est généralement des échanges et des temps qu'apprécient vraiment les agents et les techniciens avec lesquels on discute à ce sujet-là. Donc, on vous invite vraiment à capter cette donnée-là. Et au-delà de capter la donnée de vos sachants, c'est ce qu'a dit Ferdinand, à regarder les informations que vous avez déjà à date en fait dans votre organisation, facilement accessibles, d'accord, pour après, pourquoi pas, aller fiabiliser la démarche avec un audit, d'accord. Mais l'idée, c'est vraiment avant de lancer un audit sur tout le parc, de se dire finalement quelles sont les informations que j'ai déjà en interne. D'accord? Et le dernier point, c'est ni vraiment une erreur, ni vraiment un piège, c'est plutôt un cas de figure que l'on rencontre, c'est de se dire que la stratégie de digitalisation, le projet de digitalisation arrivera dans son organisation, mais il arrivera quand les sujets courants finalement seront traités. Et en réalité, comme je disais, c'est ni un piège ni une erreur, c'est simplement c'est simplement qu'en fait, le courant, on aura toujours à le traiter. Et il faut accepter de se dire que la digitalisation, c'est un investissement. Effectivement, sur 2, 3, 4 mois, ça va probablement ralentir, je dis pas freiner ou même stopper, mais peut-être ralentir des projets courants que l'on a tous à traiter. Par contre, en réalité, sur le long terme, sur 10, 12 mois, la plus-value, elle sera présente. Et en réalité, le retard que l'on aura probablement pris sur le temps qu'on aura accordé à la mise en place de cette digitalisation, il sera rattrapé, mais au-delà d'être rattrapé, au-delà d'être complet, il sera rattrapé. On ira finalement plus vite après, parce que la digitalisation va permettre de fiabiliser plus rapidement des prises de décision, va permettre de capter plus rapidement de l'information, de ne pas perdre de temps à devoir solliciter X ou Y personnes pour retrouver une info. Et derrière, de tirer, de mettre en place sa stratégie patrimoniale plus rapidement et plus fiablement. D'accord? Voilà un petit peu, j'ai fait vite, je suis désolé, mais je vois le temps qui s'égrène. Si on voulait respecter le timing, il nous reste 2 minutes. Je vais peut-être te redonner la main, Clara, pour passer aux questions-réponses, si jamais il y en a. J'espère que oui. Je vous laisse le temps de poser vos questions. J'en ai une déjà qui est arrivée. Donc, avec les 14 données, cela permet de fiabiliser quel pourcentage des investissements et de la maintenance? Et deuxième question en une, qu'est-ce que cela peut prendre en compte? Est-ce que cela peut prendre en compte des stratégies privilégiant l'investissement au fonctionnement? Je te laisse peut-être la main, Ferdinand. Merci. Non, c'est effectivement une bonne question. C'est une question complexe. En termes de pourcentage, encore une fois, nous, ce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est qu'on se concentre sur les équipements qui vont représenter sur l'ensemble du cycle de vie d'un bâtiment. Là, on est vraiment concentré sur la partie bâtimentaire. Évidemment, sur les infrastructures, ça va être des modèles un petit peu différents. Mais sur la partie bâtimentaire, on va se concentrer sur les équipements qui vont nous permettre d'obtenir en moyenne 95% des coûts d'investissement et de maintenance. Donc, ça va être un nombre de composants réduits, mais sur lesquels les toitures, les façades, les fondations, en fait, les gros chèques, ils vont être à sortir sur ces composants-là. Et c'est souvent difficile à voir ou à anticiper, par exemple, pour des gestionnaires de sites qui, eux, vont être concentrés sur le remplacement d'une ampoule et sans aucun jugement de valeur à ce niveau-là. Ils vont être concentrés sur des petits défauts, un panneau qui est abîmé, une barrière qui est cassée, des petits défauts sur des bâtiments ou sur des actifs qui en fait représentent et qui seront leur quotidien, c'est la réalité, mais qui par contre représentent sur le niveau à l'échelle d'un bâtiment sur du long terme, des pourcentages vraiment minimes. Et c'est justement cela, et c'est souvent quand on va aller discuter avec des techniciens ou des gestionnaires de sites, le piège, ça va être de ne pas se faire entraîner dans ce niveau de détail-là, et parce qu'en fait, ça représente globalement moins de 5% des dépenses sur le long terme. Et donc la deuxième question qui est la question qui est une autre question extrêmement pertinente, c'est dans quelle mesure cette stratégie prédictive est capable d'optimiser le ratio entre investissement et maintenance.
Là, justement, c'est là-dessus que nous, on a des modèles de loyer vieillissement et c'est là-dessus vraiment qu'on travaille avec l'ensemble de nos clients pour les aider à obtenir le meilleur coût total de possession. C'est l'objectif pour nous de la gestion patrimoniale, c'est obtenir le meilleur coût total de possession tout en diminuant les risques. Donc, effectivement, on va avoir certains actifs ou certains bâtiments sur lesquels on va accepter de retarder des investissements ou de la maintenance parce que les risques sont faibles. Les risques pour les personnes, les risques pour l'exploitation et la continuité de service, et d'autres investissements sur lesquels on va avoir tendance à investissement. Je parle par exemple d'une réfection d'une toiture, des investissements qui peuvent être relativement lourds, mais sur lesquels on va avoir la certitude et on va justement étudier et discuter et valider ça avec chaque organisation. Mais parfois, le fait de faire une rénovation relativement peu onéreuse maintenant peut vous faire gagner énormément d'argent dans 5 à 10 ans si la charpente commence à se détériorer, etc. Donc tout l'équilibre entre maintenance préventive et maintenance corrective, il est jamais simple, ça on ne le nie pas. Il est jamais simple, mais justement une fois qu'on modélise et une fois qu'on met ça sur papier et qu'on formalise, on a plusieurs scénarios. Et en fonction du budget qui est disponible, en fonction des stratégies des élus, on est capable de vous proposer justement, et enfin vous êtes capable de proposer à vos élus, à vos décideurs, plusieurs scénarios et qui permettent d'obtenir ce meilleur ratio. J'espère avoir répondu à la question. N'hésitez pas à demander par le chatter si vous souhaitez davantage de précision. J'ai une question sur le temps moyen d'un projet de digitalisation. Alors, sur le temps moyen d'un projet de digitalisation, nous, ce qu'on rencontre sur une organisation, sur un patrimoine, par exemple, de l'ordre de 500 000 m² à peu près, ça va être entre 4 et 6 mois. Sur le déploiement, la mise en œuvre. Donc, en essayant d'être un petit peu simpliste, on va avoir en moyenne les 6 à 8 premières semaines, donc les 2 premiers mois, vraiment dédiés à la structuration et à la collecte de données et à la mise en forme de données. Et puis derrière, environ 1 mois qui va être concentré sur justement la définition et la génération et l'arbitrage de différents scénarios de maintenance. Et puis le dernier mois qui va être consacré à justement toute la partie formation, mise en place des process et des structures qui permettent de piloter et de maintenir cette donnée dans le temps et les niveaux décisionnels dans le temps. Donc typiquement, ça va être de l'ordre de 4 mois. Après, ça va dépendre beaucoup effectivement de la ressource et du temps disponible, des vacances parfois, et des différents aléas que vous allez rencontrer de votre côté. Mais c'est en moyenne, c'est vraiment ce qu'on rencontre pour des patrimoines de cette taille-là. Tu parlais de données sous le format Uniforma 2. Peux-tu expliquer, ou Jérémy même, pouvez-vous expliquer ce qu'est ce format-là? Je vais te laisser souffler, Ferdinand. Oui. Uniforma 2, en fait, c'est une décomposition standard du marché. Donc c'est un schéma de décomposition qu'on peut vous inviter effectivement à suivre et qui a 2 avantages. C'est que c'est un schéma de décomposition qui est commun à la majorité des maîtres d'œuvre et à une majorité d'éditeurs d'outils de gestion patrimoniale. Ce qui va vous permettre derrière, en suivant cette décomposition, de pouvoir communiquer finalement dans la même langue, dans le même langage, avec vos prestataires, ce qui pourrait fiabiliser, faire gagner en efficience au moment de la fiabilisation des données, comme le préconisait Ferdinand, par vos prestataires, mais ce qui pourra également vous permettre plus simplement de mettre en place des outils de gestion patrimoniale, que ce soit du BIM, de la GMAO ou des outils type Auxand Simeo sur la gestion de la stratégie patrimoniale. D'accord, c'est vraiment une formule de décomposition du patrimoine standard et utilisée de façon commune. D'accord. Très bien. Une dernière question. Donc, les informations étant transmises par des personnels qui ne sont pas parfois des sachants et donc parfois subjectives, comment faites-vous pour appréhender et limiter les erreurs de diagnostic sans passer par l'audit? Alors, ça, c'est une excellente question aussi. C'est tout à fait pertinent. Donc là, pour nous, la première réponse, elle est de dire c'est d'utiliser des grilles de cotation. On a des grilles de cotation standards pour chaque typologie d'équipement, une façade, un revêtement de sol.
qui nous permet de quantifier sur un niveau simplifié qui va de 1 à 4, de niveau bon ou 9 pour le niveau 1, au niveau très dégradé et à risque pour la partie, enfin pour le niveau E4, et qui nous permet donc une grille de cotation qui permet typologie d'équipement par typologie d'équipement, d'objectiver sur la base de critères, enfin de critères objectifs, une cotation et qui nous permet de mettre 5 personnes différentes qui vont aller réaliser une estimation et qui seront capables d'obtenir le même résultat. Donc ça, c'est la première chose. Et le deuxième élément, c'est lorsqu'on récupère, effectivement, donc on passe souvent par des phases de POC ou des phases de preuve de concept qui nous permettent de justement, au départ d'un projet sur la phase de cadrage, qui nous permettent de vérifier que l'ensemble des intervenants sont bien, répondent bien de façon pertinente et cohérente. Et derrière, nous, on repasse soit de notre côté, on repasse en fait de deux façons. De notre côté, nous, on va aller benchmarker les réponses pour vérifier que c'est pertinent et cohérent par rapport au retour d'expérience qu'on a pour identifier les gros décalages. Et on utilise aussi évidemment la direction en général au niveau de la direction du patrimoine. On a des personnes qui vont être capables de remoduler les différents taux de réponse en fonction de la connaissance qu'ils ont, puisqu'on sait qu'on peut avoir un agent qui va tendance à avoir dire tout est catastrophique, dès que j'ai une petite rayure, c'est catastrophique, alors que peut-être que non. Ou d'autres agents qui vont être au contraire un petit peu trop optimistes parce que des grosses dégradations pour eux, finalement, c'est pas très grave, ils en ont vu d'autres. Donc il y a aussi cette intuition et cette connaissance au niveau de la direction qui vont nous permettre de remoduler les états, encore une fois, sans passer par des audits techniques qui peuvent être encore parfois longs et coûteux et qui nous apportent beaucoup de données pas très utiles. Voilà, merci. On a encore d'autres questions, mais on doit clôturer. On y répondra évidemment par email ou par appel téléphonique. Jérémy, le mot de la fin peut-être? Pas forcément de mot de la fin, juste pour vous dire effectivement merci pour votre participation et votre attention. J'espère que le format et le sujet a répondu à vos attentes. Ce qu'on va faire, c'est qu'effectivement, on va vous transmettre un mail pour vous transmettre un petit questionnaire de satisfaction. Donc, n'hésitez pas à y répondre. C'est très intéressant pour nous et on va également vous demander s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent et sur lesquels vous souhaitez qu'on essaie d'organiser des webconférences sur le même format. Donc, n'hésitez vraiment pas à y répondre. Et sur les questions qu'il resterait à traiter, on va s'attacher effectivement à y répondre et à vous transmettre de façon commune une réponse par mail. Voilà. Merci à tous et bon appétit. Merci. Je crois que c'est le moment. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.